Hello tout le monde, ici c'est Margot, experte SEO et aujourd'hui on change de d'habitude. On va faire un petit programme différent avec un invité. Aujourd'hui nous avons Elliot Bobier avec nous. Je te laisse Bonjour, te présenter. bonjour. Et ben, déjà merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Elliot Bobier, je fais du SEO depuis, autour des années 2010 on va dire, donc ça fait, 17-18 ans, maintenant. Cofondateur du plus grand événement de France qui s'appelle le SEO Summit qui a lieu le 14 octobre au Parc des Princes cette année. On était au Grand Rex l'année dernière. On a aussi une agence SEO et une plateforme de contenu qui s'appelle Content Rank. Et qui a un peu pris l'eau, avec l'arrivée de l'IA et de ChatGPT il y a quelques années, qu'on a dû transformer et on a dû s'adapter donc c'est intéressant vis-à-vis de ça de parler de contenu. Et puis, si vous vous intéressez au SEO, le SEO Summit en fait c'est 37 conférences sur tous les nouveaux sujets du SEO, hein, les GSE, les moteurs génératifs, l'IA, le netlinking à l'ère d'ISEO, la création de contenu, le content marketing au sens large. On parlera aussi des réseaux sociaux, mais de copywriting. Donc, vous voyez, c'est assez, ça englobe vraiment toutes les nouvelles disciplines du SEO. Et puis, je suis super content d'être là. Donc, merci pour l'invitation et puis pour les échanges qu'on va avoir en tout cas. Moi je t'en prie. Aujourd'hui nous allons parler du contenu parce que comme on l'a dit, il évolue. Le SEO à la base c'était Search Engine Optimization, maintenant c'est presque Search Everywhere Optimization. Le contenu a évolué, l'IA a bouleversé le milieu du SEO. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se centre sur le contenu. C'est exactement ça, ouais. Donc, de base, comment ça marchait avant le contenu SEO? En fait, ce qui est intéressant là, quand tu dis everywhere, c'est que j'ai l'impression que, on découvre aujourd'hui qu'il y a de nouveaux moteurs. Tu sais, le fait de parler qu'il y a ChatGPT, il y a Perplexity ou autre, on se dit: «Ah il y a pas que Google», mais en fait, depuis 2015-2018, il y a plein de gens qui expliquent qu'il y a pas du tout que Google, hein. Il y en a qui font du SEO, ils l'appelaient pas forcément comme ça, mais ils faisaient du SEO sur Amazon, du SEO sur Bing ou alors pourquoi Bing? Parce qu'en fait, Bing était implémenté sur les iPhones et les gens qui ont un iPhone ont un pouvoir d'achat qui est peut-être un peu supérieur. Donc il y a des marques qui font attention à être bien positionnées sur Bing. Et YouTube, c'est du SEO aussi, tu vois? Et même moi, j'ai eu des clients sur des plateformes comme Booking, par exemple. Faut se poser la question, sur les sites comme lafourchette.com, sur Booking, sur tous les sites de réservation ou même sur Uber Eats. Quand tu vas taper un type de repas ou un type de plat, par exemple, faut savoir pourquoi tu as des premiers, pourquoi en plus des gens qui payent, pourquoi tu as des premiers, pourquoi tu as des derniers. Donc le search everywhere, en fait, il sort de là, de se dire: «Il y a plein de moteurs». Selon ce qu'on veut faire et où on veut être, il faut être sur différents moteurs en fait, où est sa cible. Et il y a même des fois, quand on travaille en e-commerce, sur des e-commerçants en SEO Google, hein, en fait, on voit qu'Amazon est premier et qu'on n'arrivera pas à le détrôner. Donc on dit à l'e-commerçant: «Est-ce que tu veux te mettre sur Amazon et comment est-ce que ton produit peut être dans les premières places sur Amazon?» Donc il y a déjà, tu vois, ce premier concept de dire, c'est pas si évident de ça on sort juste de Google. On sort pas juste de Google, ça fait des années qu'on le sait, en fait. On l'a plus ou moins bien mis en pratique, hein, il y a plein de fois où on aurait pu mieux faire, mais on a toujours eu cette vision un peu, plus loin que Google. Et le contenu, tu vois, sur Google a toujours été un peu pauvre comme, comme réflexion intellectuelle, si tu veux. C'est-à-dire que c'est du HTML, on doit mettre un corpus dedans, on doit rédiger en utilisant les bons mots. Selon l'outil d'analyse sémantique, que tu vas utiliser, il te donne pas forcément le même corpus. Il y a des trucs plus ou moins, pertinents, chacun a un peu son école ou sa paroisse. Et avant, on écrivait des contenus, on essayait que ça coûte le moins cher possible, donc d'acheter les 100 mots, le moins de centimes possible. D'essayer d'intégrer ce corpus. Il y a des gens qui même dans les années 2018-2020, ne rédigeaient pas avec un corpus, rédigeaient un peu au feeling comment ça se passait. Et Google mangeait nos contenus. Il était très content d'avoir des contenus et le fait, si tu veux, même un peu avant les positions zéro, mais les positions zéro n'avaient pas changé grand chose, fallait publier un max de contenu qui réponde aux questions de ton persona, quoi. Donc si tu vends, je donne souvent cet exemple, hein, des baskets pour jouer au basket, quoi, des chaussures de basketball, en fait, tu pouvais parler de la taille de Michael Jordan ou de l'année de naissance de tel ou tel joueur parce que c'était pertinent. Mais en réalité, ça a toujours été des contenus liés à du Wikipédia, en fait, à du, Wikidata ou à de l'encyclopédie.
Et par contre, comme ça marchait, on prenait, on rédigeait, on faisait quoi? On faisait de la repépette de ce qui existait déjà. La taille de Michael Jordan, tu vas pas l'inventer, elle existe. Donc tu la prends, tu mets son année de naissance, tu refais une petite bio, mais tu compiles les 3-4 premiers résultats et tu refais ton contenu. Donc le jeu était de trouver les process. Donc nous, on a une plateforme une plateforme de rédaction qui s'appelle ContentRank, qui a beaucoup évolué aujourd'hui. À l'époque, on avait, environ 700 freelances dans le monde qui bossaient pour nous, beaucoup d'offshore parce qu'on était sur des prix, assez modérés, assez faibles. Donc beaucoup d'offshore, on avait un corpus à utiliser. Le but, c'était de trouver des rédacteurs qui utilisaient le mieux le plus de mots possible avec une bonne récurrence dans ce contexte-là et qui disaient pas trop de bêtises et qui faisaient pas beaucoup de fautes d'orthographe et qui avaient une bonne syntaxe et tout, tu vois? Et puis, plus tu voulais faire des ça, c'était un peu le SEO du pauvre, mais qui marche Ça encore, marche très bien, hein. ouais, ouais, il marchait et il marche encore très, très bien sur certaines SERP, hein. Le contenu dit pas des choses extraordinaires. Le nom de l'algo sur la duplication de contenu, c'est SIMHASH, c'est un truc hyper sévère que Google utilise, donc il peut pas l'utiliser, tout le temps et il doit le diluer parce qu'en fait, c'est le contenu unique dans le sens où il dit des choses qui ne sont pas dites ailleurs. C'est pas juste: «Je reformule», c'est ce que tu dis dans la phrase, l'essence même de ta phrase n'a jamais été dit ailleurs sur le web. Et en fait, on voit bien qu'un contenu, pour qu'il devienne unique aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Tout le monde copie tout le monde récupère les mêmes trucs que tout le monde. Moi, Bien sûr. j'ai une stratégie où je crée des posts LinkedIn chaque jour. Évidemment que je m'inspire des autres. À un moment donné, quand est-ce que tu as copié? Quand est-ce que tu toi, quand est-ce que c'est, trop de copies, pas de copies? Tout ça, c'est hyper subjectif. Donc en Mmh. fait, il y a pas besoin de réinventer la roue pour avoir un contenu qui se positionne encore et qui se positionnait bien sur Google. Mais c'est quand même un peu c'est pas une réflexion très c'est de l'exécution, quoi. Et Oui, puis, tu avais quand même des marques qui allaient au-delà de ça, mais qui étaient pas forcément bien positionnées sur Google, qui avaient des vrais copywriters, des vrais écrivains, des gens qui ont une plume, qui ont un vrai style d'écriture, qui sont plutôt faits pour écrire des livres ou des beaux romans, si tu veux, mais c'est pas du contenu SEO parce que Google arrive pas à comprendre de quoi tu parles, hein. L'histoire du corpus, c'est assez simple à comprendre, parce que si tu dis avocat, si je te dis tribunal et robe, tu comprends que je suis dans un domaine juridique. mmh, Si je te dis, guacamole et noyaux, cuisine. Tu me dis: «Ah bah, on est dans la cuisine, on cuisine mmh. l'avocat», tu vois? Donc c'est pas parce que je te répète avocat, avocat, avocat que tu Ça va comprends, la de voilà. Ça marche avec Jaguar aussi, par exemple, tu vois? Je te dis moteur, volant, tu sais de quoi je parle, roue. Si à côté je te dis animal et griffes, attaquer, courir, j'en sais rien, tu vas me dire, «Ouais, bah, je suis avec l'animal», donc c'est une fois que tu avais compris ce mécanisme, on pissait un peu du contenu au kilomètre, quoi. Oui, Et l'arrivée de l'IA a quand même changé pas mal de choses, mais avant c'était ça en fait, c'est j'essayais d'acheter mon contenu le moins cher possible. On relisait, on retravaillait dessus et après il fallait lui donner un style, une âme, un truc. c'est ça. Et tu avais plein de sites qui rédigeaient eux leur propre et qui rédigent encore leur propre contenu, mais ça a toujours été ça un petit peu le le côté ingrat et injuste de Google, c'est que c'est pas le meilleur contenu qui est mis en avant, Non, tu vois? Donc c'est le plus malin. Exactement. Mais comme tu l'as bien dit, maintenant, aujourd'hui, tout le monde utilise, ChatGPT, Claude, enfin une LLM en tout cas pour créer du contenu. Ces IA vont copier-coller les contenus déjà existants, donc Google est vraiment littéralement inondé de contenus qui sont copiés-collés et cetera. Donc maintenant, comment faire la différence par rapport à tous ces contenus? Est-ce que le contenu SEO du coup pur et dur comme on avait avant sur les piliers, la rédaction pure a changé? en fait, il faut voir les SERPs Google comme un petit élément qui va servir à nourrir les IA. Donc ce que j'appelle IA, c'est les LLM, les GSE, les moteurs génératifs. Donc tu as un moteur comme Google où tu poses 3-4 mots de requête, tu vois? Il te donne une liste de liens et tu dois cliquer pour aller chercher ton info, et les moteurs génératifs, hein, c'est ChatGPT, Perplexity, Claude et Grok qui prend énormément de poids, qui est très, très bon Grok. Et qui, tu vas poser une question, il te répond. Donc c'est plus un moteur de réponse, mais on disait déjà que Google devenait un moteur de réponse avec l'épée 0 où il extrayait une petite partie de la position 0. Heu, donc position 0, quand on demande une date de naissance, une température, un match de foot ou la taille de quelqu'un, il extrayait le contenu, il te donnait les 2 lignes. Donc en fait, sans cliquer, tu pouvais aller lire le contenu, mais très souvent, au bout d'un moment, on avait compris le coup et on faisait un contenu qui donnait envie d'en lire plus. Donc le petit extrait Google te donnait quand même envie de cliquer. Donc il y avait moins de clics. De toute façon, c'est le jeu de Google, c'est d'aller vers le moins de clics.
et de garder le trafic, mais il y en avait quand même encore un peu. Et si tu veux, alors c'est normal, la discipline ou le contexte fait que tout est nouveau, donc tout le monde dit un peu tout et n'importe quoi, tu as tout et tu as son contraire. Ouais. En fonction des paroisses, des croyances des gens, voilà, tu crois plus ou moins des choses. Mais il y a un truc déjà qui est certain, c'est que si tu es dans les 12 positions de Google sur une requête, tu as plus de chances de sortir dans les IA, dans les moteurs génératifs. C'est-à-dire même pas d'être cité parce qu'il faut comprendre le mécanisme. Le moteur, lui, il a un dataset, donc ChatGPT, je pose ma question, il va fouiller dans son dataset initial, qui est son dataset d'entraînement, qui là, par exemple, est bloqué au 1er juin 2024, ouais. S'il trouve la réponse ou si c'est pas une réponse et encore on sait pas trop comment est-ce qu'il déclenche la recherche web ou pas, tu vois? Des fois, c'est un peu obscur, mais souvent, il recherche pas dans le web. Il prend son dataset et il te répond. Bah, là, tu peux rien faire en fait puisqu'il a déjà est-ce que tu es dans son dataset ou pas? Si tu l'es, peut-être que tu vas être cité. Si tu l'es pas, déjà, tu es foutu parce qu'il déclenche pas de recherche web. Donc c'est tout le travail de se dire comment demain je serai cité pour l'apprentissage du nouveau modèle et peut-être qu'un jour on aura un apprentissage tous les jours. Je discute pas mal avec Sylvain Perronnet que vous devez commencer à connaître aussi. Il m'expliquait pour entraîner un modèle, c'est à peu près 20 millions d'euros ou de dollars, qui n'est plus du tout la même chose, mais je crois que c'est 20 millions de dollars, pour entraîner un modèle. Donc tu ne l'entraînes pas une fois par jour, en fait. Non. Donc tu vois, tu as cette première question déjà, c'est: «Est-ce que je suis dans le dataset ou pas et est-ce que ma requête déclenche du web?» Si ça déclenche du web, déjà, c'est pas la requête principale. Par exemple, si toi, tu vas taper, «Quelle est mon assurance, auto?» ou «Quelle assurance auto dois-je choisir?» Je reviendrai à cette requête un peu plus tard, mais quelle assurance auto je dois choisir? Bah, lui, il va taper en plusieurs il va décomposer cette requête en 4-5 sous-requêtes et c'est ça qu'il va aller chercher comme mot-clé. Donc c'est d'assurance automobile pour les jeunes, pour les moins jeunes, peut-être pour les gens qui sont malucés, pour les gens qui ont un retrait de permis, pour les gens qui ont, moins de 1 000 € par an. Tu vois, j'en sais rien, on peut imaginer plein de sous-requêtes, mais en fait, il suffit de taper et de jouer avec les IA pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils découpent. Mmh. Perplexity, c'est souvent les questions qui viennent en dessous, en complément. ChatGPT, il te le propose, il te donne des pistes déjà, donc tu vois comment tu découpes et on s'aperçoit que si on est, dans les 12 premiers à peu près et vraiment ça change assez vite, donc il faut pas prendre ce qu'on dit aujourd'hui. Si vous le regardez dans 6 mois ce podcast, faut pas le prendre au pied de la lettre en se disant, «Ah oui, c'est plus comme ça» ou «Ça sera toujours comme ça». Ça va forcément bouger vite, mais si tu es quand même dans le top 10-12 de Google, sur ces sous-requêtes-là, les requêtes de découpage et que ChatGPT a déclenché une recherche web, alors tu as plus de chances d'être cité dans la réponse. Mais faut vraiment comprendre ce dataset initial, ce dataset un peu variable, qui est de recherche web et le fait qu'il te cite, parce que c'est pas parce qu'il a utilisé ton contenu, comme source qu'il va te citer. Tu vois? Mmh. C'est ça l'aberration encore d'aujourd'hui, c'est que, ton contenu est utilisé pour apprendre, donc tu as un petit stagiaire qui lit et qui apprend, par contre il te recite jamais. Il a appris avec des formateurs, mais jamais il renvoie il renvoie la balle au formateur en disant: «Merci à untel de» tu vois? Ou il le fait une fois sur 1000 et en fait, les internautes, c'est une fois sur la requête que tu as besoin et puis le lien, il est en tout petit. Donc même si tu dois Oui. cliquer sur la source, sur ChatGPT, c'est quand même assez petit. Très peu de gens vont cliquer. Mmh. Hem C'est pour ça qu'en fait, le contenu a complètement changé. C'est que déjà, il faut plus un seul canal de production, de communication de contenu. C'est-à-dire qu'en fait, tu as ta production du contenu qui est pour moi maintenant est un peu inférieure à 20, mais tu as surtout 80, pour faire la promotion de ton contenu. Il faut que tu ailles l'envoyer partout. C'est ça. Donc il faut que tes marques, tes concepts, tes produits soient connus sur Wikipédia, dans Wikidata, que tu sois sur des Reddit, sur des forums dans ta thématique, que tu animes, YouTube, que tu animes LinkedIn, que tu animes des TikTok, que voilà, que dès que tu dis quelque chose ou que tu as quelque chose à dire, il est multimodal sur plein de plateformes. Il va vraiment partout. On voit très bien aussi que sur le contenu, pour revenir à du contenu HTML, Google, bah, le contenu sous forme de liste, les OpenAI et ChatGPT adorent, top 1, top 2, top 3, top 4, tu vois? Ça, ils aiment beaucoup, des classements, des genres de contenus assez courts, et en fait, on s'aperçoit vraiment qu'une IA va te citer, pas parce que tu es le 1 sur Google, mais parce qu'en fait, tu es plein de fois dans ce top 12. Tu vois? Et Mmh. que toi, ton site est bien positionné, mais aussi, le site qui fait, le top 10 de ton secteur d'activité, il a parlé de toi, le média référent, il a parlé de toi et parce que dans la SERP, il y avait une box YouTube,
bah, certainement qu'elle a été crawlée. Donc, du coup, si c'est toi qui sors aussi sur YouTube et dans cette box-là, bah, tu as encore du pouvoir. Et tu vois, à un moment donné, non, je fais un peu le vieux radoteur, mais en 2015-2016, on avait déjà des sujets autour de la page à propos. Elle rapportait rien, cette page, d'un point de vue SEO, mais elle était importante en se disant: «C'est le commencer ici». Tu sais, quand tu prenais les Mmh. pages des grands copywriters, américains, ils avaient, Start Here, c'était la page, c'est en fait: «Commence ton aventure avec moi ici». C'était un peu la page à propos: «Je suis qui? Qu'est-ce que je vais t'apporter? Pourquoi il faut» tu vois? «C'est qui l'ennemi commun? Pourquoi moi je suis le gourou? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu me qui on est-ce qu'on va combattre ensemble? Regarde les méchants, ils t'empêchent d'avancer, moi je vais aller là-haut», tu vois? Et Mmh. ce qui est en fait vraiment de la vente à l'écrit. Voilà, j'aime pas le terme copywriting parce qu'on a mis tout et rien dedans, mais c'est plutôt vente à l'écrit. Et en fait, cette page-là, maintenant, c'est elle qui est hyper importante pour les IA parce que quand elles te crawl, c'est là qu'elles comprennent qui tu es, ce que tu fais et à qui tu réponds. Et il y a une super conférence que j'ai publiée sur ma chaîne qui est celle de Andel, Damien et de Sylvain Doré, Mmh. où ils parlaient des entités. Et ils disaient: «Bah, en fait, les IA un peu fonctionnent pareil, c'est des entités». C'est-à-dire que si je pose une question de, quelle randonnée ou quel sentier pédestre faire autour d'une lac d'Annecy, tu vois? Si Ouais. jamais j'ai réussi à associer sur le web et du contenu audio, vidéo et textuel, hein, bah, que le lac d'Annecy, la meilleure chaussure, c'était la marque de ma chaussure et bah, à un moment donné, un internaute qui requête dans le ChatGPT, quel sentier pédestre je vais aller faire, ça va lui citer, de manière un peu évidente et d'ailleurs, pense à prendre telle marque de chaussures parce que c'est vraiment la plus réputée pour ces sentiers-là. Parce que les 2 entités, à un moment donné, tu as fait comprendre que les 2 entités se touchaient. Et ça, c'est au travers de tes pages produits, au travers de tes pages à propos, au travers de tes pages «Qui sommes-nous?», de ton équipe, parce que ton équipe va aller faire des conférences. Donc en termes d'entité, tu vois, j'en reviens à structurer data, les données structurées, hem, schema.org, pour le protocole. Bah, en fait, si tu arrives à toucher 2 entités en disant: «Le fondateur de telle marque a été une conférence TEDx», bah, potentiellement, tu te rapproches d'un concept qui est un peu plus éloigné, qui fait que l'IA pourrait te ressortir sur ce sujet-là. Et tout le jeu est de te dire comment je touche en fait, comme si tu construisais, tu sais, avec le jeu là où tu dois retourner les carrés hem et tu as les carrés qui tombent et tu dois les faire rentrer sans laisser de trous là, c'était Ah non, un jeu j'ai pas la référence. non, c'était un jeu sur Game Boy c'est hyper connu comme truc, j'ai plus le nom. Et Mmh. hem et en fait, bah, tu dois monter le plus haut possible en associant des entités et un jour, tu arriveras très, très loin de ton entité, ce qui est une marque de référence et par exemple, Coca-Cola peut être cité quand tu parles de marketing avec ChatGPT ou quand tu parles de couleur rouge ou de Noël. Tu vois? Exact. Coca-Cola, c'est associé à la marque Noël, donc c'est un peu donc tu vois, la logique change un peu, Oui, la manière de faire du contenu évolue, mais dans tout ce que je viens de vous dire là, peut-être depuis 10 minutes, ou un quart d'heure, j'ai pas cité une seule nouvelle technique qu'on connaissait pas en SEO. exact. Donc en fait, c'est juste qu'on reprend les techniques et des choses qu'on faisait déjà, sauf que les pondérations changent. Et ben, en fait, au lieu de faire du contenu texte juste corpus, maintenant on va peut-être faire de la vidéo. On va peut-être faire des vidéos avec des interviews d'équipe, on va peut-être parler de pourquoi notre SAV est meilleur que le concurrent. En fait, on va créer du contenu et Mathieu Chapon, avec qui j'étais intervenu aux côtés de Bill Kerr dans une vidéo, il avait eu sur le moment où il avait dit: «Mais en fait, on est des lobbyistes et ChatGPT, c'est un peu le vendeur de chez Darty et nous, on doit pousser des infos aux vendeurs de chez Darty pour qu'ils te vendent plutôt la marque A de télé que la marque B». En fait, c'est un peu ça, c'est comment je peux produire du contenu que OpenAI, Perplexity, tous les prochains qu'on ne connaît pas encore vont avaler et dans ces contenus, je dois leur prouver que je suis un peu le meilleur, que je me place, que je fais attention à mon client, que mon SAV est top, que mes prix sont peut-être plus élevés, mais j'ai telle et telle chose en plus et en fait, si tu te mets dans cette posture-là, tu as un peu tout compris sur ce qu'il faut faire aujourd'hui, et surtout, il faut utiliser l'IA en tant qu'outil parce que là, tu vois, dans tout ce que je t'ai dit, il y a produire plus. Et tu peux Exact. pas, tout seul ou avec une petite équipe, produire tout ça, c'est compliqué. Par contre, dès que tu t'aides, d'un Claude, d'un ChatGPT, que tu as des process un peu rodés, genre Ah, moi tu je peux vois utiliser, ta force de frappe, hein. complètement et tu te retrouves une mini équipe d'assistants virtuels avec toi et en fait ça fait une petite équipe, Exactement. Des rapidement petits quoi. agents. Ouais, ouais, c'est ça. Donc en fait, moi, j'ai pas l'impression que je vois bien que ça change si tu veux, mais j'ai pas non plus l'impression que ça change tant que ça, quoi. Mmh, Tu non, tu je suis vois, d'accord.
Des podcasts vidéo comme on fait là, j'en faisais déjà en 2016. J'interviewais le soir des gens, on parlait, voilà. Ce qui a changé, c'est que maintenant j'ai monté mon niveau de qualité parce qu'on me disait: «Ton micro est pourri, on t'entend mal» et à côté, des jeunes qui étaient dans un podcast dans un studio de podcast me passaient devant sur le nombre de vues parce qu'on disait: «Bah ouais, mais au moins eux, on les voit bien, on les entend bien» et donc en fait, à un moment donné, le la forme est passée bien devant le fond. Tu vois? Oui, Et même si tu avais le meilleur fond du monde et que tu as pas au moins un minimum de forme, ça matchait pas, ça passait pas. Donc les choses évoluent, mais en fait, les fondamentaux restent quand même, tu vois, un peu exactement. Puis les on mêmes. On a dit le contenu, c'est vrai que souvent quand on dit contenu, on pense au contenu textuel, mais maintenant avec cet aspect où finalement Google est un moteur de recherche, mais on a tous les autres, Reddit, même TikTok, Amazon, tout devient des moteurs de recherche et ils sont tous autant importants. Avant, c'était plutôt on veut un entonnoir pour notre client. Maintenant, il faut apparaître partout parce qu'il prend des micro-décisions à tout moment et c'est plutôt un espèce de brouillon de décision et c'est pour ça qu'il faut apparaître partout. Ouais, ouais, complètement et puis, on n'est pas, bon, j'en parlais encore là, on était sur le sujet LinkedIn à 13 h, mais, le sujet était de se dire, combien de fois un internaute ouvre ton Calendly pour prendre rendez-vous avec toi ou ton premier palier de tunnel, hein, quel qu'il soit. Là, je prends Calendly parce que beaucoup d'infopreneurs ont Calendly, mais ne le fais pas maintenant, ferme, il reviendra plus tard. Et tu vois, je me dis, il y a peut-être des fois 5 ou 6 fois parce que, une fois il a cliqué sur YouTube, une fois sur LinkedIn, une fois depuis un email, mais en fait, c'était pas le bon moment. Il se trouve qu'au bout de la 10e fois, c'est le bon moment. Il a sa CB dans les mains où il est dispo, où il a son mail d'ouvert et personne ne lui parle et il le fait. Et en fait, si tu crées pas cette récurrence par plein de canaux, on t'oublie et Oussama Hamar dit un truc très juste. Il dit: «Avant, avec un reels, Instagram ou un short TikTok, tu vivais la semaine. Maintenant, c'est 5 par jour, quoi, si tu veux qu'on t'oublie pas». Exactement. Après, bon, c'est la guerre du contenu. Combien je dois créer de contenu par semaine? Qu'est-ce que je dois faire? Être sur toutes les plateformes, c'est après sélectionner, savoir où c'est pertinent pour notre niche, et cetera. Il y en a, c'est pas intéressant qu'ils soient sur LinkedIn, c'est mieux s'ils sont sur YouTube. Faut faire attention aussi aux duplicates, parce que souvent, on fait un bel article de blog qui rank sur Google et après on se dit: «Bon, c'est parfait, je le mets sur LinkedIn, ça va aussi faire des vues, je vais augmenter ma Complètement. notoriété», mais malheureusement, pas forcément. Ouais, ouais, complètement. Les articles, donc qui sont pas les posts, hein, LinkedIn, mais les articles LinkedIn, ils s'indexent très bien sur Google et il faut les utiliser aussi, mais pas une duplication de ces articles de son blog ou de son contenu. Ça, tu fais bien d'en parler parce que, je prends mon contenu, je le mets partout et je le mets sur Reddit et sur Amazon. C'était le cas d'ailleurs d'e-commerçants, hein. Ils avaient un super site e-commerce, ils prenaient le nouveau plugin, je sais plus comment il s'appelait, dupliquaient tous mes fiches produits sur Amazon. C'est une catastrophe. Le site s'effondrer dans les résultats parce que, bah, Amazon bouffe ton contenu, il prend la paternité. Ah bah, Parce qu'on parlait des failles sur les IA, là, suite à la conf d'Alan Cadix au SEO Summit de décembre, au Grand Rex et en fait, je répondais: «Mais Google n'a toujours pas patché sa faille sur la paternité du contenu qui date d'il y a 20 ans». Tu prends un site qui a énormément de trust et tu copies la page d'un petit site. OK? Tu vas faire une DMCA auprès de Google et tu dis: «Coucou Google, cette page, elle est à moi, elle est pas à lui». Bah, en fait, Google désindexe le père, le propriétaire du contenu, celui qui l'a vraiment écrit au profit du très gros site parce que Google se dit: «Bah non, le la paternité, elle est au très gros site» et ça, c'est une faille béante de ça fait 20 pas 20 ans, mais 10 ans qu'elle est là, tu vois? Et elle est toujours pas patchée donc en fait, quand OpenAI met, 8 mois ou 9 mois pour patcher un problème, et encore, il est pas patché parce qu'il a suffi de refaire des actions pour qu'Alan, réussisse à refaire réindexer les mêmes infos. Bah, en fait, ouais, il y a toujours un biais comme ça oui. un petit décalage, quoi. Oui, bah, on parle du coup de Google, des mises à jour. C'est vrai que, bah, Google arrive moins facilement à pallier à toutes les mises à jour. C'est vrai que là, en ce moment, ils voulaient, on va dire pénaliser tous les sites qui sont arrivés en masse où c'était full IA, où vraiment toutes les pages, n'avaient ni queue ni tête, c'était du copier-coller de partout et donc ça a été pénalisé, il y a eu un gros tri. Mais qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme mise à jour de Google par rapport à ça? Bah, en fait, pas énormément par rapport à ça, hein. Là, Google s'est intéressé à Discover, depuis quelques mois parce qu'il avait besoin de faire du tri dans son index, de tester pourtant de nouveaux médias, donc il s'est beaucoup intéressé à Discover et par rapport aux IA Overview, un des gros blocages pour l'apparition de l'IA Mode, donc IA Overview dans Google, donc tout en haut de Google, Google nous donnera une réponse, directement sans cliquer, un genre
un genre de super P0, mais c'est pas juste qu'il va reciter ton site, c'est qu'il récupère l'ensemble des infos qu'il a et il reformule une réponse par rapport à tout le dataset et tout le dataset, il a tout le web en dataset, lui, Google. Donc, ces IA Overview à peine à arriver parce que, dans la balance, il y a des éditeurs des gros médias français qui ne veulent pas que leur contenu, et à juste titre, soit utilisé par Google gratuitement comme ça pour donner des réponses, sans renvoyer l'internaute vers le site. Tu vois? Parce qu'il y a des problèmes de business model derrière où les médias vivent de publicité. Donc pas de visiteurs, pas de pub, pas de contenu, et Google veut qu'on continue quand même à l'agréger en contenu parce que tu as plein de requêtes qui sont des requêtes d'actualité. Quand on a tapé covid sur Google, très probablement que personne ne l'avait tapé. Tu vois? Oui. Quand une nouvelle marque se crée et qu'on crée cette marque, personne ne l'avait tapé. Mmh. Donc, si tu veux, je pense qu'il y a une relation directe quand même entre Google Discover et les AI Overview. L'arrivée des AI Overview qui ne sont pas déployés en France, mais qui sont déployés dans plein de pays, et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que si on regarde l'Afrique, dans l'Afrique, il y a plein de pays qui ont l'IA Overview avec des peu de connexions internet de dispo, mais nous en France, on l'a toujours pas, quoi. Donc c'est vraiment des problématiques, liées à l'utilisation du contenu. Et en fait, sur les mises à jour, Google a vraiment lutté, alors sur 2 problématiques, hein. 1, c'est qu'il ne faut pas que les internautes se plaignent de la qualité des résultats qu'ils proposent. Donc s'ils proposent des résultats générés par IA ou des URL générées par IA, il y a une forte probabilité que ça ne soit pas relu avec des fake news et des mauvaises infos dedans, tu vois? Cela dit, on parlait de comment on crée du contenu avec des rédacteurs offshore avant. Moi, j'avais déjà lu, pour se blanchir les dents, il faut mettre de l'eau de javel. D'accord, ah oui, Mais radical. en même temps, Trump nous a dit qu'il fallait boire de l'eau de javel pour buter Contre le le Covid? Covid. Oui. Donc si tu veux, c'est pas déconnant, quoi. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que des erreurs, il y en a toujours eu, et c'est pas parce qu'on fait une méthode ou une autre que, on donne pas des fake news ou pas du contenu de mauvaise qualité. Mauvaise qualité au sens où tu donnes de mauvaises infos et de mauvaises directives aux gens. Mais si tu génères par IA et que tu ne relis pas, tu as effectivement plus de chances qu'il y ait des fake news dedans ou de laisser passer des gros loups. Et surtout, comme tu produis en masse, en fait, tu vois bien que tu peux pas relire. Donc Google avait ce premier problème, c'est que les internautes viennent pas dire: «Bah non, Google, c'est un moteur de mauvaise qualité, c'est un mauvais moteur parce que, les réponses qu'il me donne sont pas bonnes». Tu vois? Et puis tu fais deux trois résultats, tu dis: «Ah Google, c'est nul, je vais aller chercher ailleurs». Et si Google a ça au moment où ChatGPT et Perplexity sort, les gens vont encore plus migrer rapidement vers ChatGPT et Perplexity. Donc il faut Oui. surtout pas. Donc c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que Google, pour des raisons de revenus, puisque le search ne rapporte rien à Google, hein. Google vit avec l'Ads. Donc, tu viens faire une recherche et en fait, tu as les 5 ads au-dessus qui viennent qui vont faire gagner de l'argent à Google parce que quand l'internaute clique, il y a un annonceur derrière qui a payé le clic et Et Google prend, voilà. Ça, vous connaissez le mécanisme de l'Ads. Et en fait, Google a un index qui a une taille maximale qui n'avait jamais été atteint auparavant et qui a été atteint justement en 2023 et 2024, 2 fois, par rapport au contenu IA. Donc il y avait 2 sujets. Il y avait de se dire: soit je remonte des data centers, et c'est pas du tout le but. Parce qu'en plus, paradoxalement, avec l'IA, on s'aperçoit avec un index plus petit, Google peut faire de la meilleure qualité en termes de réponse. Donc l'enjeu, il est pas d'augmenter l'index, il est de mieux choisir les sources qui vont être citées. Donc Google a fait quoi? Il doit faire de la masse, hein, parce que faut se rendre compte du traitement de 100 milliards d'URL, c'est colossal, donc faut des trucs en bulk. C'est pour ça on dit: «Ouais, mais il y a eu des effets de bord, moi mon site il méritait d'être là». Bah ouais, mais Google fait pas dans la dentelle, ah oui, non. quand il tape, il tape. Donc Mais ça l'idée c'était de dire: «Bah déjà, est-ce que j'ai besoin de 1 milliard de recettes de gâteaux au chocolat?» Tu vois? Peut-être que je garde que Marmiton et puis les 300 ou les 500 sites, français les plus pertinents sur la recette de gâteau, et je désindexe tout le monde. Allez, déjà ça, c'est réglé. Donc tu vois, il y a des trucs déjà qu'il peut faire en masse. Est-ce que quand le contenu n'a pas été visité depuis 2 ou 3 mois, qu'il a même pas eu un visiteur ou un clic depuis les réseaux sociaux ou depuis une newsletter ou depuis une autre source de trafic, est-ce que c'est vraiment pertinent que je le garde dans mon index? Tu vois? Et en mmh, fait, ces data-là, il le sait parce qu'il espionne Chrome depuis 2020, et ça a été validé dans les Google Leaks et dans le procès Google, parce qu'il fallait corréler le procès Google aux leaks pour s'apercevoir que Chrome est un mouchard de Google et que Google, voit plein de trucs avec Chrome. Est-ce que les internautes se connectent? Combien de temps ils restent? Est-ce qu'ils cliquent? Est-ce qu'ils scrollent? Le dwell time, si tu veux, de de cette URL, c'est est-ce que l'URL plaît à l'internaute ou pas? Donc en fait, bah, Google peut dégager en masse ces URL-là, et on s'aperçoit que ça ne change pas la qualité de l'index. Les internautes qui recherchent, ils y voient du feu, ils sont même de plus en plus contents quand tu enlèves tout ça.
Et puis, sur ces fameux sites de spam qui ont une durée de vie de 2-3 mois, mais qui ont rapporté de l'argent, hein, ce sont des 2-3 mois, il ne faut pas cracher dans la soupe en disant, «C'est des spammers, ils se sont bien fait avoir, ils ont été pénalisés». Non, j'en connais qui ont fait ça, ils te répondent: «Oui, oui, c'est bien, j'ai été pénalisé pendant 3 mois, tu serais Ah content de faire ces revenus des 3 mois à l'année, en fait», tu vois? oui, voilà. Donc, parce qu'ils ont fait une stratégie de spam très massive et ils ont été intelligents de la faire avant tout le monde. Au lieu de se poser 50 questions, ils ont dit: «Vas-y, comment on peut déployer par API? On y va, on génère des contenus sur, toutes les PA possibles». Le premier site qui a fait ça, il a pris toutes les PA, il a scrappé Google dans tous les sens et sur chaque PA, il crée un contenu, heu et du coup, bah, il s'est hyper bien positionné sur plein de sujets PA et P0. Donc Google doit lutter contre ça, et sa réponse, c'est de dire à tout le monde, au début, c'était pas très clair. Après, ça a été assez clair de dire: «Oui, c'est pas les contenus IA qu'on pénalise». Bah, évidemment, parce que tout le monde utilise l'IA maintenant, sinon tu aurais plus de moteur. Mais c'est plutôt de dire, c'est des contenus de mauvaise qualité. En réalité, il faut comprendre derrière mauvaise qualité qui envoie des mauvais signaux. C'est-à-dire des signaux qui montrent que l'internaute ne s'intéresse pas à votre contenu. Il reste pas sur la page, il scrolle pas, il clique pas sur les boutons, voilà, il ne reste pas sur la page, il ressort. Donc on avait déjà des signaux avant qui étaient depuis la SERP. Par exemple, tu peux facilement traquer depuis une URL. Je suis l'internaute A, je vais sur le site 1, on ne sait pas ce qui se passe, mais on voit qu'il revient sur la SERP et qu'il clique sur le site 3 et qu'il ne revient jamais sur la SERP, ça veut dire qu'il a fini sa session. Donc en fait, depuis cette SERP, Google pouvait déjà depuis, 1900 depuis, 2014-2015, même peut-être avant, dire est-ce qu'un internaute avait trouvé son bonheur sur une URL ou déjà est-ce qu'il n'avait pas trouvé son bonheur sur une autre URL, tu vois? Oui. Hem, Ce qui était déjà énorme quand même comme data Ah oui. et il définit comme ça, est-ce qu'un site vaut le coup en fait d'être montré ou pas à un internaute? C'est pour ça que, bah, que les signaux utilisateurs, ils ont de plus en plus de poids quand tu rentres dans un top 3 ou dans un top 5 sur une SERP. Jusqu'au top 10, tu rentres à coup de backlink et de contenu qualitatif et puis après, au bout d'un moment, top 3, top 5, c'est de l'UX et c'est des signaux utilisateurs. Pour ça qu'on Exactement. recommande aussi des fois de mettre des widgets, de mettre des box, genre vraiment de trouver le petit truc qui va faire que l'internaute, En il plus. on exactement, un plus et on lui apporte vraiment sa réponse. Tu vois, moi, je me rappelle d'un site qu'on avait étudié en 2015, une formation qui s'appelle la SHL, la SEO High Level, qui est celle de Paul Sanchez, Kevin Richard et Mathieu. Hem C'était, œuf à la coque, je crois, ou durée œuf à la coque, je sais plus la requête, mais en gros, celui qui gagnait et qui était imbattable, c'était un minuteur. Parce qu'en fait, à l'époque, on n'avait pas les smartphones, il n'y avait pas encore, tous les minuteurs sur les smartphones et tout ça. Tu faisais quoi? Tu ouvrais ton site web, tu lançais ton minuteur, au bout d'une minute 20 ou une 50, je l'ai jamais su, il disait: «Voilà, ton œuf poché ou ton œuf à la coque est prêt». Donc en OK. fait, tu avais plusieurs pages et c'était un bête minuteur. Je veux dire, un développeur, le minuteur, en moins d'une minute, c'est fait, quoi, copier-coller de je sais pas d'où, il te faisait un petit voilà. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Après, c'est vraiment, hem, les rachats de crédit qui l'ont compris en mettant une calculette. Parce que quand tu tapes rachat de crédit, tu as pas envie d'avoir l'histoire du rachat de crédit. C'est Non. comme, pizza Lyon. Tu veux commander une pizza à Lyon, tu veux pas qu'on te raconte l'histoire de l'anchois et de la tomate, tu vois? Bah, C'est c'est ça. pareil sur rachat de crédit et quand on dit intention de recherche, en vrai, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est qu'est-ce qui fait que l'internaute, quand il arrive sur votre URL, il se dit: «Ouais, c'est bon, j'ai trouvé enfin mon bonheur, j'ai ma réponse, quoi». Mmh. Et c'est pas toujours un guide de 3000 mots. Non, exactement. Surtout que notre façon de consommer du contenu a aussi beaucoup changé, vu que maintenant on utilise l'IA très souvent. Enfin, dès qu'on a une question, on va le demander à ChatGPT parce qu'on va avoir une réponse courte. Du coup, les contenus doivent être réorganisés. La partie UX va prendre beaucoup plus d'importance, etc., pour justement s'adapter aux nouvelles habitudes du consommateur. Ouais, après il y a un biais, il faut faire attention, moi j'ai, toutes les IA, ouvertes sur mon PC quand je bosse, je vois plein de gens autour de moi et ils demandent à ChatGPT que des blagues, tu vois? Non, mais je veux dire, c'est pas un nous, c'est évident pour nous, mais il y a plein de gens autour de nous dont c'est pas qui bossent pas du tout, tout le temps avec ChatGPT, en fait, ou Claude ou une autre Bien sûr. IA, mais je veux dire, c'est pas systématique. Donc c'est pour ça que la migration, on a tous dit: «Ouais, c'est bon, Google est mort, tout le monde va migrer». Oui. Bah, le temps déjà que ça se passe, ça va être long parce que tout changement est long. Alors au lieu peut-être tu sais, je sais plus quelle était la stat, il faudrait que je la retrouve, c'est intéressant tiens. On les voitures avaient cohabité avec les chevaux pendant peut-être une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'à OK. l'invention de la voiture, tu avais dans les rues des chevaux de cow-boy et des véhicules à moteur pendant peut-être une dizaine d'années.
à vérifier cette stat, je m'engagerai pas sur le volume, mais voilà, pendant plusieurs années, il y a eu les 2. Et en fait, l'IA, bah, très certainement, il va y avoir aussi les 2, des un peu vieux moteurs et des génératifs tout nouveaux et que pendant alors ce sera peut-être pas 10, mais ça sera peut-être que 2 ans, 1 an ou 3 ans, j'en sais rien, les 2 vont cohabiter. Et puis de toute façon, Google a pas dit son dernier mot. Non, Quand Google, aura réglé ses IA overview, et que ça sera oui, arrivé ça en va France, arriver en France. voilà, et que ça sera arrivé, mais en fait, faudra pas dire: «On va sur Claude, on va sur ChatGPT ou Perplexity», on restera sur Google faire une recherche, quoi. Oui, exactement. Après, c'est sûr que c'est aussi, générationnel. Là, on va dire les jeunes, on entend souvent les jeunes utilisent que l'IA pour, ils utilisent plus Wikipédia et cetera. Bah, c'est juste ils ont pris le pli plus rapidement, mais après ça va aussi Ouais. arriver aux générations au-dessus et tout. Et puis on parle des IA comme moteur de recherche, mais c'est vrai que maintenant, toute plateforme devient un peu une sorte de moteur de recherche parce que, par exemple, avec TikTok, il y a TikTok Shop. Maintenant, des gens ne sortent même plus de cette application pour passer des achats. Donc c'est tout cet univers qu'il va falloir prendre en compte. C'est ce que j'allais te dire, les jeunes, des fois, font une recherche dans TikTok, quoi. Oui, 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 c'est devenu un Donc moteur de recherche. ouais, 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 ou dans Instagram, mais tu vois, typiquement, on avait le cas à midi, on voit, la Pologne accepte la castration chimique pour, les, violeurs. Voilà. Bon, tu regardes sur Google Discover, il y a rien qui ressort. OK, mais Pourtant, sur tu as un TikTok, gros il y a pavé. plein de vidéos. Voilà, bah, pas pl ouais, tu avais un gros pavé d'actu sur un compte un peu sérieux d'Instagram qui passe et qui te raconte ça. Mais si tu cherches dans l'appli Instagram, évidemment que tu vas retrouver des contenus sur le sujet. Mais quand tu sors sur un autre acteur et que tu vois que tu as 0 résultat, tu peux te demander si le sujet est vraiment, véritable. Tu vois? Est-ce que Oui, c'est vrai? En fait, on peut se poser la question. J'ai rien sur Google Discover. Une grosse actu comme ça quand même, c'est un peu étonnant, tu vois? oui, Donc en normalement, fait, il y a aussi un autre biais, c'est que si tu trouves l'info erronée sur une plateforme et que tu recherches sur cette même plateforme si l'info est erronée, évidemment que la plateforme va pas te dire: «Non, je laisse diffuser des fake news, tranquille», tu vois? oui. Puis ça va te mettre un tunnel. Tu vas commencer à cliquer sur quelque chose, bah, tu vas avoir que du contenu comme ça va t'engrainer dans des idées et Complètement. tu sors plus. Et c'est le gros, gros problème mais c'est le choix qui a été fait par tous les algos de réseaux sociaux, hein. C'est du Exactement. micro-contenu, de moins d'une minute. Les gens sont plus capables de se concentrer au-delà d'une minute. Ils regardent plus un seul contenu long, pour faire une formation. Bientôt, j'ai l'impression que ça va être des formations short où tu as, 700 chambres dans une formation, tu vois? Ah oui. Donc, tu vois, avant, on avait des modules de 20-30 minutes. Maintenant, on nous dit: «Ah non, les gens, ils arrivent plus à se concentrer, il faut que vous fassiez des petits trucs de 10 minutes». Putain, à un moment donné, on va finir à 1 minute, quoi. Ah ouais et puis, va dire toutes les informations en 1 minute, bon, c'est compliqué. Carrément. Ouais, bah, là, on a vu de toute façon tout ce qui était la création de contenu, mais le pur et dur du début de notre sujet était quand même le contenu et donc est-ce que le métier rédacteur SEO est un métier mort ou c'est un métier qui a évolué? Alors, il est pas mort, il a évolué. Le rédacteur SEO des années 2000, oui, est mort. C'est-à-dire que celui qui vraiment prenait son genre, tu vois, c'est un peu la question en se disant: «Est-ce que votre rédacteur, il écrit avec un stylo ou avec un clavier, quoi?» Tu t'en fiches, en fait, Oui. tu vois, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que le contenu qui m'est rendu et qui m'est produit est de bonne qualité? Est-ce qu'il va s'indexer sur Google et bien se positionner? Mmh. Voilà. Est-ce que j'ai pas de faute? Est-ce que ce qui est dit dedans est correct? Est-ce qu'il y a vraiment de la valeur? Et est-ce que je donne des infos en plus que mes, concurrents et mes copains et mes confrères sur le sujet? C'est ça les vrais critères d'un contenu. Et après, tu as la technique. Est-ce qu'il y a des H1, H2, H3? Est-ce que j'ai pas plusieurs HN, sur la même page? Est-ce que j'ai bien des backlinks avec du maillage interne? Est-ce que j'ai un peu de gras italique pour mettre? Est-ce que je peux lire mon contenu en diagonale? Est-ce que j'ai des effets de style, type, des citations avec le quote, HTML? Voilà, ça, si tu veux, si tu fais tout ça, en fait, tu as un excellent contenu. Le le vrai sujet, il est que, si tu utilises l'IA correctement, tu as un excellent contenu, encore plus rapidement et encore meilleur dans le délai imparti. C'est-à-dire que pour faire un contenu, moi déjà je rédigeais vite, hein, mais déjà je pondais 800 mots à peu près à la demi-heure. OK. J'allais déjà vite en ayant lu sur un sujet que je connaissais de loin mes 3-4 pages de contenu, il me fallait une demi-heure pour pondre 800 mots. OK. Dans le bon corpus, avec une bonne note et tout, j'allais assez vite. Oui. Et parce que j'avais plein de techniques, je calais des mots-clés dans mes titres, je faisais mon titre, mon contenu était très, typé SEO parce que j'avais énormément de HN, tu vois? Et puis Oui. après j'avais plus que 5-6 lignes à foutre dans chaque HN, donc forcément déjà j'avais peut-être, 150-200 mots qui étaient occupés par mes HN. Heu, Ouais. voilà, donc tu vois, c'était vraiment un contenu typé SEO, mais il se positionnait bien, il y avait pas de problème.
Mais tu voyais que c'était un contenu pour Google à 100 mètres et je m'en cachais pas. Mais hem, ça maintenant, tu peux le pondre quasiment en automatique en 1 minute. Ouais. J'ai plus besoin de ma demi-heure et c'est même mieux fait parce que les informations sont mieux respectées et plus précises, tu vois? Et tu veux un contenu un peu plus travaillé, ainsi de suite, ça va peut-être mettre le même temps, mais tu vas un peu plus travailler ton prompt et les informations que tu lui donnes, tu vas faire plus de recherches. Voilà. Ça, j'ai envie de dire avec un bon process IA, ou alors plusieurs modèles, Perplexity, Claude et ChatGPT. ChatGPT pour les petites tâches de synthétisation, de remise en forme, Claude pour la rédaction Ah pure et d'accord. Perplexity pour aller sourcer les infos. Et évidemment un Google pour avoir des bonnes sources d'infos ou un YouTube pour choper les bonnes infos. Tu rédiges quand même assez vite. Là où est le vrai sujet, c'est que le rédacteur pour moi SEO maintenant s'est transformé en un peu en juge de paix, où il doit vérifier tout ce qui est sorti par l'IA. Parce que tu peux faire un test et tu vois, on a pris la main dans le sac, avec Alex autrefois BFM où c'était évident que le contenu avait été rédigé par l'IA parce qu'en fait, sur un sujet un peu précis, il y avait Poutine et Zelensky et en fait, il a attribué une phrase dite par Poutine à Zelensky. Mais vu que c'était assez tendancieux, ça sent l'IA qui s'est mélangé les pinceaux parce que c'est tout à fait ce que l'IA ferait. Tu lui poses une question, tu lui donnes une étude avec des chiffres et les chiffres sont assez précis. Pour un cas, c'est 84,2 et l'autre, c'est 82,4. Tu vois? Des trucs où tu peux te tromper. Bah, en fait, elle tombe tout à fait dans le piège parce que vu que c'est statistique, évidemment qu'elle va se tromper et ne serait-ce que lui donner un dataset, donc une étude et lui poser des questions sur cette étude, bah, de base, elle se trompe, tu vois? Mais comme un humain, tu poses Oui, des questions, tu dis: «Je te donne 10 chiffres et je te pose des questions sur les 10 chiffres», c'est évident que tu vas te tromper, tu vois? Le jeu, il est déjà risqué pour un humain, donc il faut pas aller demander non plus à une IA en se disant: «Ouais, c'est une toute puissance, c'est un truc, universel génial, il va pas se tromper». Il va faire les mêmes erreurs qu'un humain globalement, quoi. oui. Et en fait, le rédacteur est là pour contrôler tout ça, contrôler toutes les erreurs. Donc avec une remise en question qui est colossale et un sens critique qui doit absolument être là. C'est pas parce que, heu, ça se lit bien, il y a pas de faute, c'est que ça a l'air correct et c'est grammaticalement correct en français que c'est vrai et que tout va bien, tu vois? Il faut relire, vérifier, compléter, travailler et plus tu génères des longs contenus, des longs textes, plus tu vas avoir ce type d'erreur. Donc Exactement. ça, c'est le 1er problème du rédacteur, c'est que c'est il ne doit plus écrire. Pour moi, le seul moment où le rédacteur doit écrire, c'est pour écrire ses prompts, tu vois? Ou les Oui. copier-coller ou copier-coller ses sources d'infos. Et pour moi, c'est vraiment pas une honte de dire, «J'utilise l'IA». Au contraire, moi, un rédacteur qui aujourd'hui me dit, «Non, non, moi je veux pas d'IA», je me dis: «Oh putain, je vais le payer 3 heures pour un truc qui peut faire 1 minute». Il va jamais être accepté d'être payé 3 heures pour moi ce que je valorise à 1 minute, tu vois? Oui. Et toutes les problématiques en fait de: «Mais il a pas le style, il pourra pas écrire comme moi et tout», c'est juste de la mauvaise utilisation d'IA. Tu vois? Là, je montrais, comment je rédige mes posts LinkedIn, avec de l'IA et pas mal de choses et les gens me disaient: «Non, c'est impossible, j'y crois pas, tu as écrit». En fait, j'ai montré mon process, non, je ils sont générés. Mais j'ai passé beaucoup, 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 beaucoup de temps sur mes prompts, sur mes process, sur mon organisation et je passe plus de temps en fait, je passe quasiment pas autant de temps, c'est faux, mais je passe tout le temps sur le prompt à choisir la data et ce que je lui donne et pas à rédiger. Rédiger est devenu le fait d'écrire les mots est pour moi devenu un peu la tâche de sous-exécution, quoi, tu vois? Exactement. Et et après tu dois vérifier, contrôler ce qui est dit et il y a eu un gros, j'ai parlé de corpus au début, tu sais? Et au tout début, on a fait générer des textes à l'IA en se disant: «Ça se lit bien, il parle du sujet, ça a l'air vrai, ça doit être vrai». Tu vois? Le problème, c'est que Google, il raisonne pas comme ça. Je le disais, Google, il prend le contenu, il extrait un corpus et il compare avec ce que lui connaît du sujet. Il se dit: «OK, ce texte-là parle de tel sujet. Parce qu'il y a beaucoup de mots en commun, c'est tel sujet. Donc si je parle de la tour Eiffel, il faudrait que je parle de Simone de Beauvoir, de Gustave Eiffel et de la ville des Lumières. Parce que la tour Eiffel est à Paris, ville des Lumières, elle a été créée par Gustave Eiffel et Gustave Eiffel avait comme maîtresse Simone de Beauvoir. Bon, très bien. Si j'ai pas ces mots-clés-là, Google va peut-être m'attribuer un autre sujet, donc je vais mal me positionner. Et en fait, les textes IA, ils étaient liés là-dessus, c'est-à-dire qu'ils disaient des choses fausses avec aplomb, donc on le croit quand on lit le truc et bah, le corpus pour plein de choses, c'était bon, mais pour du SEO, ce ne sont pas des bons contenus SEO et souvent donc ça, c'était le premier problème, donc on l'a résolu en injectant les corpus déjà en 2022-2023. On se disait: «OK, qu'est-ce qui se passe si on lui donne des mots?» On lui dit d'utiliser des mots.
Après, il les utilisait trop de fois, donc le texte était vu comme spam, donc il avait du mal à s'indexer, à être vu. Donc il fallait rédiger par paragraphe, en injectant les mots par paragraphe et en générant paragraphe par paragraphe. Et après, il fallait lui redemander de réuniformiser l'ensemble parce qu'il s'était repépète dans les paragraphes. Et tout ça parce qu'on avait des tokens très limités. Maintenant, on est quasiment illimité en tokens, tu vois. Il fait plus les erreurs qu'il faisait. Il commence à intégrer des corpus parce que comme il utilise les contenus de Google, il a déjà une petite partie des corpus. Donc, il y a déjà plein d'évolutions et certainement peut-être que demain, il y aura un modèle contenu SEO pour Google chez OpenAI, on ne sait pas. Et tu rédigeras tes contenus et tu auras le corpus intégré directement dans OpenAI. On ne sait pas. Aujourd'hui, on utilise des outils. Moi, par exemple, moi j'utilise UrTextGo et c'est un outil que je recommande. Oui, Il y bon, en a pareil. plein, il y en a plein d'autres sur le marché. Moi, j'ai toujours testé, c'est un peu ma paroisse et j'ai toujours eu d'excellents résultats avec leur corpus. Donc, j'ai aucune raison d'aller fouiller ailleurs. Et bah, le corpus qui m'est donné, on l'utilise, on indique à l'IA comment l'utiliser, tu vois? Et ça se positionne très bien, ça fait des beaux contenus. Et l'autre problème qu'on a eu après sur cette période-là, c'est qu'en fait, l'IA allait te donner des choses du style, pour prendre une bonne décision, c'est important d'étudier tous les aspects de la question. Super. Pour lasser votre lacet, il faut faire le nœud dans le bon sens. Génial. Et en fait, bah, l'internaute quand il dit ça, bah, il se barre. Il se dit: «Ouais, c'est quoi ce contenu? J'apprends rien, c'est lisse, c'est pâle, tu vois? Ça fait 100 mots que je lis, j'ai rien appris», donc il s'en va. Signaux utilisateurs, Google se dit: «Le contenu est un mauvais contenu, je le désindexe ou je le fais descendre dans les résultats de recherche», tu vois? C'était ça quand tu comprends vraiment, quand tu sais comment fonctionne un moteur, tu comprends que c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que même si on avait mis le bon corpus, les signaux sur l'utilisateur étaient pas bons, donc après il a fallu travailler les signaux utilisateurs. C'est pour ça qu'on met en haut des petits quiz, mais encore une fois, le quiz, c'est pas parce que c'est un quiz que ça plaît, c'est parce que le quiz ou la box interactive en question répond précisément à ce qu'attend l'internaute. Tu mets pas une calculette de rachat de crédit sur une requête qui est, «Est-ce que je peux emprunter avec moins de 1 000 € de revenus?» J'en sais rien. Tu vois? C'est pas ça qu'il faut mettre. Non. Donc, toutes ces questions-là font que le rédacteur, il est pas mort, mais il doit réfléchir à autre chose. C'est quelle est vraiment mon intention de recherche? Qu'est-ce que je dois donner comme info? Comment je contrôle une fois que c'est rédigé? Quel est mon process pour rédiger? Voilà, et ainsi de suite. Est-ce que j'ai un score sémantique correct? Est-ce que j'ai utilisé le bon corpus? Quelles sont les entités nommées que je peux aller chercher? Est-ce que j'ai rempli les bonnes microdata dans mon contenu? Tu Mmh. vois? Pour moi, c'est ça le nouveau rédacteur web. Hem et je vais aller plus large. Ça, c'est le rédacteur web HTML. Tu as un autre rédacteur SEO pour moi qui est le rédacteur de la vidéo YouTube, du script de la vidéo YouTube. Parce que si je veux me positionner sur YouTube, je rédige un title à la façon SEO YouTube. Spoiler alert, c'est du SEO de 1999. Voilà, tu mets tes mots-clés le plus à gauche possible avec des mots-clés de moins de 3 lettres entre, et tu mets une promesse chiffrée avec un truc, attrayant, après entre crochets ou après un emoji ou ce que tu veux. Tu as ton title et après, bah, c'est comment dans la vidéo, j'ai un hook qui intercepte les gens et qui leur donne envie de rester. Comment je fais mon concept, d'open loop, et tout le temps, je dois laisser garder la personne au fur et à mesure, dans mes chapitres pour pas qu'ils s'en aillent. Tu fais le format 20 minutes, si c'est des gros formats de 3 heures, tu fais 3 heures. Si c'est plutôt 20 minutes, c'est 20 minutes selon ce qui se positionne dans la SERP, YouTube. Mais tu vois, là, pour moi, on appelle ça des agences short ou des agences YouTube, mais en réalité, c'est le métier de rédacteur SEO passé à la vidéo, quoi. Exactement. Voilà et par contre, pour aller dans les moteurs IA, il y a de plus en plus de les métiers évoluent un peu, si tu veux. Et là où j'accepte de dire qu'effectivement, le rédacteur SEO, c'est peut-être pas lui qui a la sensibilité pour faire du YouTube ou du TikTok ou de l'accroche ou du short, tu vois? Donc je pense que, qu'on l'appelle SEO ou pas, au final, c'est pas le sujet, on s'en fiche un peu, mais dans le spectre et dans les disciplines qu'on va devoir faire, il faut que les gens se forment et je pense qu'on va quand même rester un peu spécialisé. Celui qui fait de la vidéo, c'est de la vidéo, celui qui fait de l'écrit, c'est de l'écrit, celui qui fait de la vente par l'écrit, c'est de la vente, tu vois? Donc Mmh. hem, donc ça évolue, mais au final, je pense qu'il faut s'adapter. C'est juste qu'en fait, il y a eu un énorme trou, parce qu'à un moment donné, il y avait plus du tout de demande. Tout le monde était sur ChatGPT, mais nous, on avait plusieurs centaines de commandes et du jour au lendemain, on est passé à à vraiment zéro. Quand je dis zéro commande, c'est, on se regardait tous les matins, on avait l'habitude de corriger des textes, de gérer des rédacteurs, d'avoir plein d'activités toute la journée. Moi, je me rappelle de ma semaine en novembre, elle était vraiment horrible parce qu'il y avait rien. Il y avait rien à faire, en fait.
Il n'y avait pas d'achat, il n'y avait pas d'acheteur, il n'y avait pas de rédacteur. Les rédacteurs n'avaient rien à rédiger. Il ne se passait rien. Donc les gens étaient partis sur ChatGPT et maintenant, ils y sont toujours ou sur d'autres modèles. Mais les clients ont compris que si tu veux, entre je passe 20 minutes sur mon modèle IA ou j'achète, bah, tu as toujours des gens qui n'ont pas le temps et qui achètent. Oui. Puis Ça ne même pas changera pas. les ressources, etc. Hein. Et puis, il faut savoir faire, il faut avoir les prompts, il faut connaître la méthodo, voilà. Exactement. Le métier a bien changé. On a parlé du rédacteur SEO, du contenu SEO avant, maintenant, mais qu'est-ce qu'on pense qu'il va devenir plus tard, dans 3 ans? Qu'est-ce que ça va être le contenu IA, le SEO, comment ça va fonctionner? Alors, j'en ai aucune idée, je vais faire des projections. Peut-être que j'aurai tort ou pas. Moi, alors, je dis moi, je pense, mais en fait, mon idée, mon avis est sourcé par plein de gens avec qui je discute. Tu vois, je discute beaucoup avec Vincent Terrazi, avec Sylvain Perronnet. On a pas mal échangé avec Olivier Sgonzac même entre nous avec Alex et Michael, quasiment tous les 2-3 jours, on se parle de ce sujet-là parce que c'est vraiment demain, tu vois? Ah bah oui. Je pense qu'en fait, ton ChatGPT va être un assistant personnalisé. Il y aura un device qui soit probablement ton téléphone portable. C'est déjà ce qu'a essayé de faire Meta avec son IA en l'intégrant dans WhatsApp et dans Instagram avec le petit bouton bleu là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu lui demandes, quelle est mon assurance, auto, mais en fait, demain, il saura combien tu payes aujourd'hui, quelle est ton assurance actuelle, quelle est ta voiture et surtout quel est ton état. Tu es mal usé, tu t'es fait retirer le permis pour la vitesse ou pour l'alcool ou je sais pas quoi et du coup, tu as plus de permis à aujourd'hui, tu viens de le ravoir, il faut que tu demandes une assurance. Du coup, ta propre requête, qui est, «Trouve-moi une assurance automobile», va en réalité être la requête actuelle qui devrait être: «Je suis un tel comme ça dans tel secteur, dans telle ville et j'ai telle assurance, je paye tant aujourd'hui». En fait, personne ne tape ce prompt dans le ChatGPT. Pourtant, ça devrait être si tu veux correctement utiliser l'IA, c'est ça qu'il faut lui donner en input. Il faut lui donner toute ta vie, ce que tu fais. J'ai telle voiture qui a le tant de chevaux fiscaux, tant de machin et j'aimerais que tu me trouves la meilleure assurance auto, dans tel secteur. Et là, il va déclencher une recherche web, la fameuse dont on parlait tout à l'heure, c'est quasi évident. Et là, il va aller te proposer un vrai tableau comparatif avec de la vraie donnée, tu vois? Ouais. Genre quand je dis de la vraie donnée, c'est il peut se tromper dans la donnée qu'il va restituer, hein. Il va se tromper sur les prix, il va se tromper sur pas mal de choses, mais ce qu'il aura sourcé et aspiré sera vrai. Déjà, donc dans l'analyse, elle devrait être pas trop mauvaise. Demain, tu auras plus besoin de lui donner tout ça. Tu pourrais potentiellement lui dire, «Réserve-moi un hôtel pour, le salon de l'agriculture où on a été l'autre fois». Il sait que tu as bien aimé tel hôtel, que tu aimes pas marcher, que machin. Il est capable peut-être de te réserver et le Uber et le train et le truc, quoi, et l'hôtel directement. Non, mais du coup, pour être lié à un device, ça veut dire que tu auras, Android d'un côté, iPhone de l'autre, tu auras pas 50 IA. Donc qu'est-ce que deviendra Perplexity? Là, ils essayent de racheter Chrome, Mmh. parce que Chromium, qui est la version, gratuite de Chrome, qui est la version open source, il y a d'autres navigateurs web concurrents de Chrome qui sont faits sur Chromium. Donc en fait, en rachetant Chrome, tu maîtrises, l'open source et tu maîtrises quasiment, pas c'est pas vrai, mais quasiment beaucoup de navigateurs sur le marché. D'accord? Et en plus, le DJO américain a demandé à Google de se séparer de Chrome. Pas tout à fait comme ça, mais ils ont fait fortement comprendre qu'il va falloir à un moment donné que Google arrête d'être monopolistique partout et se sépare de son navigateur. Il l'avait déjà fait avec Google Maps. Hem On avait vu que Maps, tu peux plus accéder à Maps directement depuis Google. Il faut aller dans Google Maps et faire sa recherche, sinon tu as la Maps qui apparaît, mais tu peux plus la cliquer, quoi. Mmh. Donc en fait, tout ça, c'est lié pour démanteler Google. Et en fait, bah, tu te dis si Perplexity a pas de device associé, il faudra peut-être qu'ils en sortent un peu un genre de Alexa, comme a fait Amazon. En fait, Amazon avait déjà compris il y a très longtemps, son device, sauf qu'en fait, le device, il marche mal. Heu, Parce que bon, tu es pas tout le temps en train d'acheter des choses, sur Amazon. Le dash button, tu sais, où par exemple tu mets tes rouleaux de PQ, puis à la fin tu mets un bouton, puis quand tu arrives au dernier, tu appuies. Ça, c'est un genre d'objet connecté, mais c'est aussi, on peut dire, un genre de device qui te permet de faire appel à une IA. Alors là, c'est tout bête, c'est racheter le même PQ que l'autre fois, parce que tu as un bouton, mais on peut imaginer, un truc vocal en disant: «Je viens d'acheter, je viens de prendre mon dernier rouleau de PQ» et l'IA comprendrait directement qu'il te faut te faire rentrer une palette de PQ dans ton garage, tu vois?
Oui, bon, l'IA Donc maintenant est partout. On a même des frigos connectés qui nous disent exactement ce qu'on a dans le frigo et quelles recettes on pourrait faire avec les aliments, hein. complètement, c'est ton device frigo, ton objet connecté frigo qui est intelligent Mmh. et je pense qu'au quotidien, en fait, l'IA va devenir un peu ton assistant. Est-ce que les gens voudront l'adopter? Est-ce que les gens vont pas avoir peur? Est-ce qu'ils vont pas le bloquer? J'en ai aucune idée, mais quand on voit aujourd'hui comment ça nous assiste, c'est un super assistant pour zéro, quoi, franchement, genre vraiment, tout, des trucs qui ont pas de sens à faire, des copier-coller, des trucs un peu idiots, voilà. Alors, heu, je plus on en fait faire, plus on est exigeant et puis dès qu'il y a un petit grain de sable, on râle, mais on se disait avant, c'était des formules Excel, Ah oui. hyper complexes pour arriver à faire des trucs qui, en fait, maintenant sont quasi immédiates, quoi. Maintenant qu'on Donc je est pense habitué même à l'IA, on se dit: «Mais c'était quoi le monde d'avant? Comment je faisais pour prendre autant de temps pour ces tâches-là?» ouais, 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 répondre à des mails, corriger des choses, générer des trucs en bulk, complètement. Et alors ça pose un problème sur les données personnelles, sur les fuites, sur Oui. les tu vois, là, quand tu vois que déjà qu'un gros acteur comme Bouygues arrive à se faire pirater, aspirer des bon, le coup d'avant, c'était SFR, puis avant, c'était, CG, Free et puis avant, voilà. Mais déjà, tu te dis: «Bon, bah, si un jour quelqu'un arrive à pirater toutes ces datas-là, est-ce qu'il peut pas savoir qu'un tel a un cancer, qu'un tel roule trop vite, donc son assurance auto devrait augmenter?» Tu vois, c'est un peu le problème de Waze. Personne n'a jamais lu les CGV de Waze, mais Mmh. quand c'est gratuit, généralement, c'est toi le produit. Si un jour une assurance auto rachète les datas de Waze, tout le monde donne sa vitesse moyenne et même sa vitesse à un instant T sur un endroit géolocalisé, donc on sait à combien on devrait rouler, on sait à combien on roule. Imagine qu'une assurance auto mette la main sur ses GPS gratuits. Heu, voilà, monsieur, 80 des cas, vous roulez trop vite. Bon, bah, vous allez payer 4 fois le prix. C'est probablement que ça arrivera pas parce qu'heureusement, il y a des garde-fous, mais heureusement qu'il y a ces garde-fous parce que sinon, il se passerait n'importe quoi. Donc je ne sais pas comment l'IA sera adoptée. En tout cas, je sais que pour nous, en tant qu'agence, qu'organisateur d'événements et tout, c'est le pied, quoi. On a vraiment de l'aide, un assistant et on peut s'appuyer dessus. Hem Donc ça changera pas trop le problème demain pour les marques, parce que c'est ça le sujet en fait, c'est de dire, du moment qu'on est dans le dataset, du moment qu'on est accessible pour ces IA-là, la requête, elle sera de plus en plus méga longue traîne et de plus en plus conversationnelle. Donc il Mmh. faudra créer des contenus encore plus découpés. C'est l'exemple que je donnais avec mon assurance auto, bah, on fait un contenu sur son propre site où on vend son produit, on a, la première page qui dit assurance auto malus C, après assurance auto malus C pour, hem accident, malus C pour retrait de permis, malus C pour je sais pas quoi et je connais pas la requête, mais tu vois? C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment sous-expliquer et faire des pages À tes pardon, souhaits. merci, des pages qui seront, bah, comme on avait des pages pour Google. Exactement. On Ça va être des répondra. pages pour les IA, pour leur donner la data, pour leur permettre de comprendre le prix avec, des données structurées pour les aider. On parle aujourd'hui de HTML to Markdown, c'est de savoir est-ce que si notre page elle est en Markdown, ça va être un peu plus aspiré facilement. C'est la conférence justement hem, de Fastorize au SEO Summit j'ai perdu son prénom, je vais me faire gronder. Je vais pas le dire parce que je vais donner un mauvais prénom, je vais me tromper. De Fastorize qui est un outil, qui est un outil technique en fait, si tu veux, pour optimiser ton site et un des sujets, c'est de dire comment on implémente tout un tas de petites fonctionnalités techniques pour, bien gérer, tes 404, tes 301, ce genre de sujet et surtout que ça saute pas une fois qu'on fait une mise à jour d'un quelconque environnement ou serveur ou autre et si tu veux, bah, la question, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des formats d'HTML qui seront mieux aspirés que d'autres? Est-ce que si on met le prix dans un certain type ou un certain format, les IA vont pas le reconnaître plus simplement? On sera à ce genre d'ajustement, mais il va se passer quoi? Il va se passer que les IA viendront toujours scraper les contenus sur certaines sources. Il faudra, comprendre les sources et les pondérations des sources. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de Google. Google en est une, mais en réalité, c'est vraiment les sites un peu forums, les sites type, vendeurs de liens qui publient des contenus, les sites officiels des marques, les blogs officiels des marques, et les Wikipédia, Wikidata et après c'est un petit peu de YouTube, un petit peu de forum, un peu de machin, mais un Doctissimo, on sait qui va être aspiré. Donc un Reddit, un Doctissimo, un Quora, il y a tout un intérêt à avoir sa marque et son contenu cité et que Ouais. sa marque soit correctement citée pour qu'on dise des choses vraies, tu vois? Tu vends des piscines,
qu'on dise: «Ouais, telle piscine, elle est vachement bien parce qu'elle est increvable», j'en sais rien et elle fait, 3 mètres de circonférence, tu vois? En plus, ça Par sera ça exemple. sera cité, ça sera indexé à un lien Reddit, c'est quand même bien. Et ouais, et tous les avantages du SEO classique, hem, complètement. Et tu vois, souvent pour parler de Wikipédia, donc on aura une conf là-dessus, par Nelly justement au SEO Summit. Le fait de dire: «Mais quand on raisonne en entité, ouais, mais moi je peux pas créer de fiche sur Wikipédia avec ma marque». Bah oui, mais peut-être que ta marque, elle peut être citée dans une autre fiche d'autre chose. Tu vois, Mmh. tu vends des piscines, peut-être que sur la qualité de l'eau, j'en ai aucune idée, hein, la qualité de l'eau ou la fabrication en plasturgie, tu peux dire que toi, tu as une fabrication plasturgique un peu spéciale et sur la page Wikipédia qui parle de plasturgie, on peut te citer. Bah, en fait, tu vas rentrer dans Google, tu vas commencer à devenir une vraie entité par rapport à ça. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir, c'est par association et par, Exactement. heu, par sujet qu'on peut mettre ensemble. Donc je pense que le futur va être, le vocal a vu beaucoup, beaucoup de mal. J'ai fait un petit sondage sur LinkedIn qui a pas une grande valeur parce qu'il y a 100 personnes qui ont répondu, mais tu vois que le vocal a encore du mal à s'imposer et c'est un peu normal. Tu es en train de te promener au supermarché ou dans le dans la rue, hem, tu vas pas parler à haute voix à ton téléphone. Tu vois, tu passes quand même un peu pour un schizophrène qui écoute des voix, quoi, qui entend des voix, tu vois? C'est ou ce sera une prochaine génération qui le fera. Je Et pense, parce que les nouvelles générations vivent avec les Google Home, les Alexia, donc ils ont plus l'habitude finalement maintenant de faire des requêtes orales que textuelles. oui, mais alors, c'est peut-être mon avis de vieux, mais j'ai quand même l'impression que ça a du mal à prendre, OK. tu vois? Même tu es au bureau, alors parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de requêtes Google faites au bureau pendant les heures de travail. Tu vas pas crier tout fort dans l'open space ou dans le bureau, «Réserve-moi, mon hôtel pour ce week-end». Oui, c'est Je vrai. veux faire un week-end en amoureux, réserve-moi le week-end, trouve-moi un week-end, tu vois? Tu le tapes discrètement, tu vois? Donc Oui, c'est je moins pense qu'il y a discret. quand même il y a quand même plein de cas où ça va pas s'adapter forcément le vocal, mais ce qui n'empêche que tu peux avoir un chat GPT personnalisé, et sur ton téléphone, quand tu allumes ton chat GPT, c'est ton compte avec ta data qui est aspirée, avec, ton coffre-fort numérique, avec plein de choses, tu vois? Oui, Ça change pas fondamentalement le problème, c'est juste que les requêtes vont être encore plus précises et il va falloir vraiment bosser par persona. exact. Et te dire: «Bah, OK, moi je réponds à qui? Quelles sont ses douleurs? C'est quoi ses frustrations? Qu'est-ce qu'ils pourraient taper qui vont être dans ce cas-là?» Il faudra être encore plus précis et la requête, je veux dire assurance auto, elle aura plus aucune valeur, quoi. Oui, et où il va chercher l'information, où il prend la décision, et cetera. Tous ces petits chemins vont changer. Ouais, il faudra s'adapter et on les connaît pas encore. Puis je Mmh. rappelle aussi que dans les années 2000, même, ouais, tu avais du Lycos, tu avais Altavista, tu avais Yahoo, tu avais, Exactement. tu plein de moteurs qui n'existent plus aujourd'hui. Tu avais même dans les fournisseurs d'accès internet, tu avais, je me rappelle les CD, tu en avais 10 ou 15 des CD, en fait. Tu avais Liberty Surf, tu avais AOL, tu avais, voilà, et puis à un moment donné, ils sont tous rachetés et il est resté que 2 ou 3 acteurs. Je pense qu'il se passera la même chose avec les modèles IA, en fait. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, c'est un peu la jungle, on ne sait pas trop. En fait, à un moment donné, on va peut-être se dire qu'il reste que, l'IA de Google, l'IA d'Apple, ou Apple qui aura intégré un Perplexity ou un autre. Et puis Exactement. voilà. Exactement. Bon, bah, sur ces belles paroles, en tout cas, ce fut un plaisir de parler du contenu, de l'IA. J'espère que toutes ces informations, tout ce qu'on s'est dit vous a plu. N'ayez pas peur de l'avenir. N'oubliez pas, le SEO ne va jamais mourir. Ça sera juste différent, mais les fondamentaux restent là et seront toujours, faudra toujours les travailler comme on les travaillait. Il faudra juste voir plus large ou en tout cas faire du contenu un petit peu différent. J'espère que ce podcast vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir, Elliot, aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous avez envie de participer à l'événement SEO Smith, c'est à Paris le Le 14 octobre au Parc des Princes. 14 octobre. 37 Super endroit. 37 conférences, vous avez, bah, toutes les infos sur seo-summit.fr. Vous avez des remises sur les billets avant le 15 septembre. Vous avez tout le programme, tous les intervenants, vous allez voir, il y a vraiment tout le monde. Si vous voulez faire votre réseau, rencontrer des gens, rencontrer des passionnés comme vous, des professionnels du search marketing et du SEO, bah, voilà. Regardez juste le programme, vous allez voir, c'est dingue et vraiment, faut venir.
Exactement. Le partage d'informations, il y a rien de mieux pour savoir où aller, surtout dans un monde un peu incertain avec l'IA. Et à Donc quoi s'intéresser, ouais, tout à fait. exactement, n'hésitez surtout pas. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur des tips SEO.